Gabrielle Lapierre, jeune professeure au Cégep de Sept-Îles, qui va travailler au Grenoble avec nous, qui est collaboratrice, qui va nous présenter aujourd'hui le corpus nord-côtier des 10 dernières années. En fait, on prépare le nouveau numéro pour le numéro 19 qui va porter sur les nouvelles voies de la littérature. Et Gabrielle, en fait, nous a préparé, a concocté une vue d'ensemble de cette littérature et de ce qui s'en vient, en fait, de comment cette littérature que Pierre a permis de mettre au jour s'est transformée. On est passé de l'écriture à la littérature, en fait, dans les 10 dernières années, on le remarque. Et Gabrielle va nous présenter ce corpus-là, auquel elle s'intéresse beaucoup. Bonjour. Donc, ma communication s'inscrit directement dans les recherches du Grenoble, comme Joanne vient de vous le dire, dont le prochain numéro dans la revue 19 traitera des nouvelles écritures nord-côtières. Le corpus que je vais vous présenter aujourd'hui adopte donc les mêmes balises en partant du même constat, soit que depuis 2010, l'écriture nord-côtière s'enrichit de nouvelles voies et de nouvelles perspectives. Je reprends donc également la définition de l'écriture nord-côtière adoptée depuis le début du Grenoble, c'est-à-dire, dans une approche thématique, on la définit par son référent, comme Pierre nous l'a expliqué hier. Autrement dit, on regroupe sous cette appellation tous les textes qui représentent ou abordent d'une manière ou d'une autre le territoire nord-côtier. Bref, ce que je vous présente aujourd'hui est une réflexion préliminaire qui se prolongera dans le prochain numéro de la revue Littorale. Pour délimiter mon corpus, donc selon cette définition, j'ai eu recours à différentes compilations déjà existantes. D'abord, depuis 2 numéros, la revue Littorale fait une recension des publications récentes qui m'a permis d'ébaucher un premier corpus. Malheureusement, comme cette pratique ne remonte pas à 2010, j'ai dû aller me retourner vers d'autres sources, dont la collection Grenoble, qui est disponible ici à la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles, que j'ai pu dépouiller pour étayer ma recension. Je compte également faire la même chose avec les titres de la collection Côte-Nord de la bibliothèque Louis-Ange Santerre, la bibliothèque municipale, mais en raison d'un problème dans la base de données, j'ai pas été en mesure de l'avoir encore, mais ça s'en vient. J'ajusterai la liste en conséquence dès que j'aurai ces informations. Malgré tout, je suis consciente que l'exhaustivité est impossible à atteindre étant donné la définition très, très large de l'écriture nord-côtière. Rappelons-nous que peu importe la provenance de l'auteur ou de l'autrice, qu'il soit venu ou non sur le territoire, du moment que l'œuvre aborde le territoire nord-côtier, elle nous intéresse. Ce faisant, c'est par l'expérience de la lecture, par le bouche à oreille, par une vigilance particulière et aussi un peu par hasard que se constitue notre corpus. Certaines œuvres, bien entendu, sont plus faciles que d'autres à identifier. Par exemple, le dernier roman d'Abla Faroud s'intitule Havre Saint-Pierre avec une photographie. L'aspect nord-côtier est manifeste. Par contre, le dernier roman de Lily Pinsonneau, Les lits empruntés, ne nous donne aucun indice d'emblée à savoir si la Côte-Nord sera représentée. En fait, c'est seulement vers la fin du livre, dans les 20 dernières pages, exactement alors que rien ne le laissait présager, que la narratrice vient passer des vacances à cette île chez des amis et donc vient s'inscrire dans la littérature nord-côtière. Je suis donc tout à fait consciente de vous présenter un corpus préliminaire avec ses failles, mais qui me semble tout de même assez représentatif et important pour être interrogé dans le cadre de cette communication. Je vous présente donc une partie de mon corpus. Plus précisément, je suis arrivée à dresser une liste de 135 ouvrages publiés entre 2010 et aujourd'hui, écrits par près de 100 auteurs et autrices, nombre duquel j'exclus les collectifs, là, parce que là, le nombre d'auteurs exploserait, et publiés par une 60aine de maisons d'édition différentes. Parmi cette 60aine de maisons d'édition, la plupart n'ont publié qu'un titre ou deux. Alors, pour éviter d'alourdir le graphique, j'ai sélectionné les maisons d'édition ayant publié minimalement 5 titres pour vous montrer un peu les maisons d'édition qui ressortent dans notre corpus. Donc, voilà, on voit d'emblée que Mémoire d'Encrier est de loin la maison avec le plus de titres. Fondée en 2003, leur ligne éditoriale met en valeur la diversité en souhaitant ouvrir par les œuvres un dialogue qui permet de confronter l'histoire, le racisme et les inégalités. Je cite leur site Internet. « Le projet est de rompre avec les habitudes et les privilèges d'un milieu éditorial autocentré et uniformisé pour élargir les horizons, ouvrant ainsi les portes sur un monde pluriel et diversifié. » Fin de la citation.
Ce faisant, ils ont participé à l'émergence de différentes voix dans le milieu littéraire québécois, notamment celle des Premières Nations dans le cas qui nous occupe. Ensuite, si on s'intéresse au profil des auteurs, ou plutôt devrais-je dire des autrices, parce qu'elles sont largement majoritaires dans notre corpus, les hommes sont responsables d'un peu plus du tiers de la production seulement. L'écriture nord-côtière des dernières années est donc surtout écrite par des femmes. On peut également observer à peu près la même proportion entre auteurs et autrices allochtones et autochtones. Donc, si la majorité sont allochtones, il y a quand même près du tiers. En fait, il y a le tiers de la production qui relève de la littérature des Premières Nations et des premiers peuples. Et sans surprise, la grande majorité relève plus spécifiquement de l'écriture innu. Comme certains ouvrages avaient pour objectif précisément d'ouvrir le dialogue entre allochtones et autochtones, j'ai créé une troisième catégorie que j'ai appelée collaboration. Donc, puisque ces ouvrages sont rédigés par des auteurs des deux groupes dans le but de créer des ponts. J'ai également catégorisé les œuvres en fonction de leur genre littéraire, bien que, d'autant plus dans la littérature contemporaine, la frontière entre les différents genres est loin d'être étanche, mais il me semblait important d'avoir un meilleur portrait de quel type de texte on retrouve dans le corpus. Donc, on retrouve comme genre le plus important la poésie, avec 29% du corpus, suivi de près par le roman à 24%, puis le récit à 18%. Les autres genres sont significativement moins représentés. Le théâtre, la bande dessinée et le conte sont les trois genres les plus rares. Pour l'instant, je n'irai pas plus en détail sur les genres, on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, pour terminer ce tour d'horizon plus statistique du corpus, je me suis intéressée au nombre de publications par année. Comme vous pouvez le voir, on remarque instantanément qu'il y a eu une grande augmentation dans les dernières années, en excluant 2024, qui est encore trop jeune pour qu'on puisse en faire un portrait complet. Mais comme vous pouvez le voir, le nombre d'œuvres a explosé dans les 3 dernières années en particulier. De 2010 à 2020, on a une moyenne de 6,5 publications par année, alors qu'en 2021, on atteint 13 publications, le double, puis en 2022, 26, en 2023, 23. Donc, autrement dit, la production a pratiquement quadruplé dans les 3 dernières années, ce qui n'est pas rien. Ces données viennent un peu chiffrer l'intuition du Greenock derrière le choix du prochain dossier, en fait. Cette augmentation significative du corpus dans les dernières années mérite qu'on s'y attarde, plus spécifiquement qu'on s'attarde aux conditions qui ont favorisé cette explosion. D'abord, depuis 2000, donc, depuis les années 2000, plusieurs initiatives nationales et régionales ont permis de mettre de l'avant et de légitimer l'écriture nord-côtière. Bien entendu, nous pensons d'abord au laboratoire fondé en 2003, au laboratoire sur l'imaginaire du Nord, fondé par Daniel Chartier, et au Greenock, fondé en 2006. Il va sans dire que l'étude du corpus aide à légitimer puis à stimuler la création, comme les groupes de recherche ont pu le constater au cours de leurs années de travail. Les dernières décennies ont également été témoins d'une production et d'une reconnaissance importante de la littérature des Premières Nations, autant au niveau régional, national qu'international. Dans le cas qui nous occupe, on pense plus spécifiquement à la littérature Innu, qui a un rayonnement qui dépasse largement les frontières de notre région. Pensons par exemple à l'événement Les Nuits amérindiennes en Haïti en 2015, où Joséphine Bacon était présidente d'honneur. Toujours dans l'optique d'initiatives légitimant et diffusant l'écriture nord-côtière, le Salon du livre de la Côte-Nord, depuis de nombreuses années, réserve un espace aux auteurs, autant dans les murs du salon que dans sa programmation. Également, le prix Myriam Caron, qui a été créé par le Salon du livre en 2020, participe aussi à cette légitimation. S'ajoutent également des initiatives qui visent à stimuler la création sur le terrain. On ne peut pas passer à côté de la mise sur pied du camp... Oh, j'avais oublié mes nuits. Donc, on ne peut pas passer à côté de la création du camp littéraire de Bécomo en 2005 par Francine Chicoine, qui a été suivi par la création du groupe Haïku de Bécomo en 2007, puis par celui de Sept-Îles par Hélène Bouchard 2 ans plus tard. Ces groupes ont permis un espace de création, surtout autour du haïku et du haïboun, donc qui ont permis à plusieurs personnes soit de découvrir ou d'explorer l'écriture de la poésie. Ces groupes, en fait, on voit qu'ils ont eu un impact manifeste dans notre corpus, comme on peut le voir par ce graphique. Donc, parmi les 40 recueils de poésie de notre corpus, 14 sont des recueils d'haïku ou d'haïboun, ce qui représente 35% de la production.
Il est important de mentionner que la production de recueils de haïkus a commencé avant le début de notre corpus, donc certains n'en font pas partie, mais on voit déjà qu'ils ont continué d'être importants dans la décennie qui a suivi. Ensuite, d'autres ateliers d'écriture ont été offerts à la population ponctuellement ou de manière plus récurrente. On peut retenir les ateliers Bec et Plume à la bibliothèque Alice Lane de Bécomo à partir de 2001 grâce à l'artiste peintre Claire Gendron, dont la formule et le nom ont été repris en 2010 à la bibliothèque Louis-Ange Santerre de Sept-Îles, cette fois animée par Sébastien Duquier. L'OBNL Recréer la Côte basée à Bécomo a également encouragé la création par des ateliers et par la publication de recueils de textes de 2015 à 2021. Par la suite, l'Ouvre-Boîte culturel à Bécomo a pris le relais avec la production d'une revue de création, Le Moulin à papier, dont le premier numéro vient juste de sortir à l'automne 2023. Dans le même ordre d'idées, des initiatives ont également été mises en place dans les 2 collèges de la région afin de stimuler la création des étudiants et des étudiantes, se traduisant au Cégep de Sept-Îles par l'ajout en 2015 d'un cours de création littéraire au cursus des étudiants de langue, lettres et communication et au Cégep de Bécomo par la mise en place d'un concours littéraire et la publication d'un recueil dans le cadre du cours Scène littéraire du programme Langue, lettres et communication depuis 2021. Également, le Salon du livre La Côte-Nord encourage la création chez les jeunes par un concours d'écriture destiné aux 16 à 25 ans depuis 2023. Depuis 2022, le Salon du livre de la Côte-Nord accueille également un écrivain en résidence chaque année. Ces écrivains pour lesquels il s'agit parfois du premier contact avec le territoire nord-côtier sont invités à se laisser inspirer par celui-ci et à livrer un ou des textes à la fin de l'événement. Textes qui sont par la suite publiés dans Littoral, qui d'ailleurs offre un espace depuis le tout début de la revue pour des textes nord-côtiers inédits. Si toutes ces initiatives ne se traduisent pas directement par des publications aussi clairement que c'est le cas pour les groupes d'écriture de haïku, par exemple, il n'en reste pas moins qu'elles participent de différentes manières à la vitalité de l'écriture nord-côtière, que ce soit en légitimant le corpus, en stimulant la création ou en donnant de la visibilité à ces écritures. Plus globalement, c'est l'écriture elle-même qui se trouve ainsi valorisée. Sans expliquer complètement l'augmentation du nombre de productions, je suis convaincue que ça y participe. En effet, je suis consciente que plusieurs œuvres du corpus ne sont pas le fruit d'écrivains ou d'écrivaines qui ont participé à ces activités ou même qui ont habité la région. Par contre, pour le dire de manière schématique, l'intérêt de la région pour la littérature se construit en parallèle de l'intérêt de la littérature pour la région. Les 2 mouvements, à mon avis, se nourrissent et participent à la vitalité de l'écriture nord-côtière à laquelle on assiste dans ces dernières années et dont même ce colloque ici à Sept-Îles est un indicateur. Si l'on revient sur les différents genres littéraires qu'on a vus plus tôt, j'ai dû regrouper dans des grandes catégories une production qui est beaucoup plus diversifiée dans les faits. Lors de ma compilation des différents titres, en fait, j'ai confirmé une intuition que j'avais depuis quelques années. C'est-à-dire que si on prend le genre romanesque en particulier et qu'on détaille les œuvres en fonction des sous-genres dans lesquels elles s'inscrivent, il est étonnant de constater à quel point l'écriture nord-côtière est de plus en plus importante et présente en paralittérature. Ce que j'entends par paralittérature, je cite le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke, l'ensemble de la production littéraire qui s'est développée en marge de la littérature traditionnelle. Romans populaires, bandes dessinées, genre fantastique, policier, etc. Fin de la citation. Autrement dit, les sous-genres qui sont considérés moins légitimes, mais qui sont très populaires. Ces apparitions de plus en plus fréquentes du territoire nord-côtier dans des genres aussi diversifiés que le roman historique, la romance, le roman policier, le fantastique ou l'horreur, montrent que l'imaginaire nord-côtier investit des nouvelles formes de texte. Pour n'en nommer que quelques-uns, pensons à Tempête à Fermont, dans lequel la protagoniste en peine d'amour travaille comme bibliothécaire dans le fameux mur à Fermont, où elle trouvera l'amour. Aux Chroniques de l'Abîme, dans lequel les mineurs remontent du fond de la mine en déclenchant une vague de violence sanglante et sans précédent dans le village. Ou encore à Terminal Grand Nord, dans lequel l'inspecteur Albert Morin doit enquêter sur la mort de 2 jeunes à Shefferville.
Donc, le territoire nord-côtier s'infiltrant dans ces sous-genres très populaires indique également que la popularité de l'écriture nord-côtière ne se traduit pas seulement dans une augmentation du nombre d'œuvres par année, mais également par la diversité dans laquelle ces œuvres représentent le territoire. De plus, ces sous-genres sont généralement très codés, et j'aimerais creuser davantage dans le cadre du prochain numéro de Littoral. Quelles caractéristiques du territoire nord-côtier sont convoquées dans ces œuvres? Par exemple, dans Tempête à Fermont, l'isolement géographique de la protagoniste qui souhaite pas retourner en ville après sa rupture amoureuse, ainsi que la solidarité de la petite communauté sont des moteurs narratifs importants qui permettent de mettre la table pour le séduisant inconnu qui vient lui faire oublier sa rupture. Ainsi, je suis curieuse de voir quelle fonction la représentation de la Côte-Nord assume dans ses œuvres paralittéraires. Ensuite, si on revient encore une fois à mon graphique sur les genres littéraires, à première vue, la poésie est certes le plus important, mais lorsqu'on connaît le corpus, au-delà de la distinction des genres, il me semble qu'une caractéristique fondamentale du corpus nord-côtier est les liens étroits que les œuvres entretiennent avec le réel. En effet, la littérature de l'imaginaire ou de fiction, dans le sens le plus classique du terme, est loin d'être majoritaire dans notre corpus. Le récit et l'essai, genre particulièrement en référence au réel, deviennent une part encore plus importante du corpus si on les fusionne ensemble. S'il s'agit, à mon avis, d'une des caractéristiques principales de notre corpus, elle n'est pas propre à l'écriture nord-côtière depuis 2010. Au contraire, elle s'inscrit dans une longue tradition. Par exemple, le récit de voyage, genre particulièrement important dans l'écriture nord-côtière depuis Jacques Cartier, et ayant souvent été analysé dans les pages de Littoral, est encore présent dans notre corpus. Par exemple, avec Monique Durand, on est ici, donc qui nous amène avec elle jusqu'à Blanc-Sablon en passant par le Labrador, ou avec Maxime Jolivel qui nous fait découvrir la région de la Manicouagan. Donc, on revoit encore des auteurs et des autrices s'inscrire dans ce genre littéraire qui est le récit de voyage, donc dans une longue lignée de récits qui racontent la découverte ou l'exploration du territoire. Dans une perspective plus intimiste, les récits autobiographiques ou les récits familiaux sont également importants dans le corpus et s'inscrivent toujours dans cette logique de représentation du réel. Dans leur cas également, ils ne sont pas les premiers à le faire. Plusieurs autrices et auteurs ont choisi cette voie pour représenter leur rapport au territoire dans le passé, comme Annabelle Baudin dans les années 70 qui raconte à la fin de sa vie comment elle a vécu difficilement son déménagement sur la basse Côte-Nord dans sa jeunesse. Depuis 2010, maintenant, pour ne donner que quelques exemples, on peut penser à Naomi Fontaine, qui nous partage son expérience d'enseignement à Manicanétiche, ou encore à Sonia Poirier, qui raconte l'accident tragique qui a coûté la vie à son mari, ou encore à Sylvie Drapeau, qui revisite dans sa série de livres son enfance sur la Côte-Nord. Il n'est pas surprenant que les rapports étroits au réel soient une préoccupation majeure dans notre corpus si on revient à la définition adoptée par le Greenock. En mettant au centre de l'écriture nord-côtière le référent du territoire, la définition même de notre corpus est ancrée dans le réel. D'autant plus que le choix du terme « écriture » plutôt que « littérature », comme nous en avons parlé hier, nous place aussi d'emblée dans une perspective plus documentaire qu'imaginaire. En ce sens, dans notre corpus, en plus de la présence d'œuvres que je viens de vous présenter qui appartiennent à des genres traditionnellement en lien avec le réel, des genres littéraires, normalement relevant de la fiction, s'approprient les codes du documentaire dans les dernières années. Ainsi, la distinction opérée au départ par le Greenock entre écriture et littérature trouve un écho différent, alors que la littérature elle-même devient documentaire. Bien entendu, on pense d'abord à la pièce Génie-Dro de Christine Beaulieu, qui a popularisé le théâtre documentaire à la grandeur du Québec. L'autrice se place au centre de l'œuvre dans une posture documentaire. Elle observe, pose des questions, fait des recherches et témoigne de son processus. Dans le même ordre d'idée, la bande dessinée Le film de Sarah, de Caroline Lavergne, documente en dessin le tournage à Shefferville du film Nouveau-Québec de son amie Sarah Fortin. Ensuite, la démarche de Noémie Pomerleau-Cloutier dans son recueil de poésie La patience du lichen se rapporte également au documentaire, alors que l'autrice embarque sur le Bella des Gagnés pour rencontrer et raconter les habitants de la Basse-Côte-Nord, les Coasters.
Cette tendance du corpus à entretenir les liens étroits avec le réel, autant par des formes en continuité avec le corpus précédent 2010 que dans des nouvelles configurations des genres littéraires, est l'autre piste qui m'intéresse à approfondir dans le prochain numéro de Littoral. Pour terminer, après s'être intéressé à ce nouveau corpus en faisant ressortir certaines tendances, à la fois en rupture et en continuité avec la production qui précède, je voudrais attirer votre attention pour finir sur le rayonnement de l'écriture nord-côtière qui témoigne de sa grande qualité. Autrement dit, il ne s'agit pas que d'une plus grande quantité de textes nord-côtiers, mais également d'une grande qualité de textes. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, je vous présente ici des titres qui ont remporté des prix prestigieux dans les 5 dernières années seulement. Vous pouvez voir des lauréats du prix Myriam Caron, du prix Robert Clich, le prix littéraire des collégiens, prix Voix autochtone, prix des libraires, prix du gouverneur général et prix du livre de Montréal. Cette série impressionnante de récompenses prestigieuses montre la reconnaissance que reçoit l'écriture nord-côtière à la fois en région et à l'extérieur. Ces œuvres prisées, à l'image du corpus nord-côtier dans son ensemble, montrent bien que le territoire inspire les écrivains et les écrivaines d'ici et d'ailleurs. En effet, si certains possèdent une connaissance intime de la région, l'habitent ou l'ont longtemps habité, ce n'est pas le cas de tous et toutes. Pourtant, tous sont inspirés par les possibilités imaginaires du territoire nord-côtier. Merci.